Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau forum qui sera très coloré. La population noire présente, selon certains scientifiques, un certain nombre de caractéristiques médicales qui ne sont pas toujours explicables par des arguments uniquement sociologiques. Est-ce que la peau fait partie de ces déterminants? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec deux hommes de connaissance que vous connaissez très bien parce que nous les faisons venir très souvent sur des sujets pointus. D'abord, Elman Thio Godson. Bonjour. Bonjour. Bonjour à nos amis de votre chaîne de télévision. C'est un plaisir, c'est un honneur de nous retrouver encore sur ce plateau pour débattre des sujets aussi critiques. Voilà. Critique ou banal? Nous parlons de la peau noire aujourd'hui. Bon, parler de la peau noire, c'est vrai qu'on pourrait a priori dire que c'est un sujet banal, mais déjà sur le déterminatif de race, ce n'est plus un sujet banal. Et nous, on ne va pas dans ce sens, mais il faudra clarifier sur l'aspect métaphysique un certain nombre de vérités afin que les gens sortent aussi bien de la falsification de l'histoire que des illusions qu'on leur a inculquées sur le concept de la peau noire et de ce qui détermine justement cette peau-là. Avec vous, docteur Kim. Bonjour. Bonjour. Je crois que vous m'avez collé ce pseudo musical. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de Kim. Il s'agit de docteur Folie Ekwe, qui n'est pas très différent de docteur Kim. Kim, n'est-ce pas? En référence à Simon Kimbangu. En référence au grand maître, Papa Simon Kimbangu. Appelé dans certains documents le Jésus noir, peut-être qu'on aura l'occasion de creuser ce sujet-là aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous reconnaissons que c'est l'un des plus grands maîtres que l'Afrique, qui s'est débattu contre l'impérialisme, n'ait jamais connu. Mais pourquoi est-il si inconnu, un si grand maître? Comparé parfois, moi, quand je faisais de la sociologie, on m'a parlé de Simon Kimbangu comme étant interprété dans certains documents comme Jésus noir. Mais comment est-il si inconnu par les populations africaines? Non, Simon Kimbangu n'a pas reçu sa tradition, n'a pas reçu les caisses de résonance qu'on aurait dû lui donner. Et vous savez que lors de son procès, peut-être un procès sur lequel on reviendra, à un moment donné, on voulait arracher de lui qu'il a eu des contacts avec Marcus Garvey qui faisait l'autre révolution dans les Caraïbes. À un moment donné, lorsqu'il s'est un peu énervé, il a frappé sur la table, il y a eu un tremblement de terre. Et les fissures dans le mur sont toujours actuellement là au Congo. Ce n'est pas un personnage anodin. Les archives belges ont tout fait pour cacher ce personnage, comme d'ailleurs le personnage du véritable Christ noir, qui a disparu de l'histoire officielle, remplacé par un autre, qu'on a tellement déifié, alors que le vrai, il était juste un grand maître incarné. Donc, c'est aussi l'une des tragédies du monde ou des peuples africains. À un moment donné de l'histoire, il disait, je parle de celui avec qui vous voulez l'identifier, c'est-à-dire le premier, il disait que tous vous haïront, toutes les nations de la terre vous haïront. Et aujourd'hui, des pasteurs ou des dirigeants d'église qui lisent ce passage, que les gens, les scribes, c'est inséré dans le Nouveau Testament, ils associent ce vous aux chrétiens. Alors que le monde chrétien est supra-racial, est supra-communautaire. Vous avez des chrétiens en Chine, des chrétiens au Brésil, des chrétiens en Afrique, en Europe. Il n'existe pas de communauté chrétienne en ce sens, qui transcende les différentes cloisons des identités humaines. Et donc, il parlait d'une communauté humaine bien déterminée, qui a des caractéristiques bien déterminées, et qui vit sur cette planète avec un projet universel bien déterminé que des gens vont combattre. Et voilà, pour ne pas rentrer dans d'autres détails, c'est la révérence que nous devons à Simon Kimbangu et à tous les autres qui l'ont précédé, qui sont tous des grands maîtres. Voilà.
Sur Provins, on va consacrer toute une émission au docteur Simon Kibango. Alors, notre sujet du jour, Afrique peau noire, heure ou malheur. Je commence avec vous, Elmantio Godson. Pourquoi il y a une différence de couleur de peau entre les humains? Pourquoi certains ont une peau foncée, d'autres plus claire? On parle de peau jaune, de peau noire, de peau blanche. Pourquoi? En fait, je pense qu'il faut remonter un peu plus loin que ça. D'accord? Parce que je me rappelle un peu lorsque le président Sarkozy avait déclaré que les Africains n'étaient pas assez rentrés dans l'histoire. Cela avait fait beaucoup d'effluves émotionnels au niveau des Africains parce que les Africains d'aujourd'hui, je ne copie pas l'autre pour dire que l'émotion est nègre, mais toujours est-il que les gens, ils ne prennent pas le temps de se reposer, de descendre et de réfléchir un certain nombre de paradigmes pour trouver réellement où se trouve la fissure. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, c'est que nous sommes dans une guerre idéologique qui est basée sur la communication. Et donc, nous sommes en face des personnes qui disent que nous ne sommes pas assez rentrés dans l'histoire. C'est tout à fait normal, c'est justifié. Mais il faut également se poser une question. Nous parlons de quelle histoire? Alors, est-ce que c'est l'histoire vue sous leur projecteur, tel que eux réunissent ce que nous appellerons les leucodermes? Ceux-là ont créé ou ceux-là ont falsifié de l'histoire d'origine pour nous présenter en tant qu'histoire, ou bien nous parlons de l'histoire originale et authentique. En ce qui concerne l'histoire originale et authentique, nous savons très bien qui fait cette histoire, qui est cette histoire, et c'est naturellement l'Afrique, et c'est l'Africain, c'est le peuple kamite, c'est nous, d'accord? Et donc, ne pas être rentré assez dans leur histoire, c'est tout à fait normal parce que vous n'allez pas demander, un canard ne va pas demander à un bœuf de se constituer, disons, du même patrimoine que le canard. C'est complètement aberrant. Donc, il est normal qu'on ne se retrouvera jamais dans leur histoire tant que nous ne ferons pas notre histoire. Comme le dit si bien l'autre, si les récits de chasse étaient comptés par les animaux, eh bien, on verrait bien que ce n'est pas notre vision de la chasse qui est la meilleure. Le paradoxe, c'est que cette histoire racontée par les autres est acceptée et même promue par... Oui, j'en viens. En fait, aujourd'hui, le problème est le suivant. Nous sommes en face d'un genre de contrôle du monde, d'une manipulation de l'esprit. Ce qu'on peut reprocher à l'Africain, c'est de n'avoir pas identifié aujourd'hui, disons, les éléments sur lesquels les gens s'appuient pour contrôler le monde. Et naturellement, c'est l'esprit. Et quand vous voyez comment nous avons été dominés, ça a commencé donc par une idéologie qu'on nous a inculquée. Donc, on a pris déjà notre histoire, on a fait son blanchiment. Et ensuite, on nous a présenté un Jésus blanc. On nous a présenté une Bible copiée sur les mythologies égyptiennes. Et ensuite, on nous a dit, c'est ça que vous y croyez. Et mais attention, il faut que vous reniez tout ce qui relève donc de l'Égypte antique, donc votre identité, et que vous n'ayez plus d'origine parce que ces personnes ont compris un danger qui était en mouvement. Vous voyez, seul celui qui se sent menacé se prédispose déjà à mener des guerres de race, puisque c'est des personnes qui, à un moment donné de l'histoire, avaient pris conscience qu'il y a un peuple dont la structure biochimique, voilà, c'est ça l'élément fondamental, la structure biochimique prédisposait déjà, je vais le dire d'une certaine manière plus soft, à régner sur la Terre, à régner de façon naturelle. Je dis bien à régner de façon naturelle parce que les conditions atmosphériques, les conditions extérieures feront de telle sorte qu'il n'y aura que leur règne qui vont s'imposer ou qui va s'imposer. Et donc, ayant pressenti ce danger-là, ayant revisité leur propre histoire, ces leucodermes se sont dit, que pourrions-nous faire pour que ce peuple-là ne vienne pas nous dominer,
pour que ce peuple ne prenne pas le dessus sur nous. Et donc, le jeu est jeté. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi les gens ne comprennent pas qu'il y a réellement un débat de fond qui repose sur un vrai marché de dupes avec des personnes en costume qui ont l'air d'être des personnes honnêtes, mais en réalité, qui jouent carrément sur un gros marché de dupes qui falsifie les documents pour faire passer le faux pour du vrai. Et lorsque l'Africain lui-même ignore son origine, ignore son originalité, ignore son identité, il est vrai alors que tout ce qu'on lui présente en termes d'histoire, en termes de son identité, l'Africain se l'approprie sans se poser des questions, parce qu'il y a un peu comme une forme d'autorité politique, culturelle ou autre qui viennent justement appuyer cette thèse-là. Et on se dit, on ne veut même pas savoir d'où est-ce que c'est venu, à savoir qui fait cette histoire-là. Puisqu'il faut se poser la question de savoir qui est celui-là qui fait l'histoire ou qui fait cette histoire, quel est son intérêt dans ce jeu. Et l'Africain n'a pas réfléchi à ça, il a cru naïvement, c'est un mot vraiment que je pèse, il a cru naïvement que ces personnes pourraient faire son histoire pour son bien. Ce qui est absolument faux, parce que c'est des personnes qui sont très documentées, mais mal intentionnées, et du coup, on ne peut avoir que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, il est important de comprendre cet aspect de la chose pour entrer dans le fond du sujet, puisque c'est une corde qui en tire une autre. Alors, lorsque vous parlez de peau noire... Oui, mais votre introduction m'intéresse tellement qu'avant de revenir à la peau noire, je voudrais renvoyer la question, le même sujet, à Dr. Rikwe. En tant qu'historien, c'est l'historien que j'interroge maintenant. L'Afrique a produit beaucoup d'historiens. Mais comment se fait-il que vos recherches ne vont pas en profondeur pour démasquer cette histoire falsifiée et que vous vous contentez, vous, historiens aussi, à raconter des histoires à vos étudiants, à vos élèves, des histoires falsifiées? Oui, c'est l'une des problématiques historiographiques majeures, non seulement de l'Afrique, mais également de toute l'humanité. Ce que nous enseignons, ce qu'on enseigne, est contrôlé. Et en plus, il y a un autre facteur qui est l'ère de l'amnésie. L'humanité est rentrée dans une ère amnésique, donc qui est voulue par des entités que nous ne pouvons pas combattre vraiment et vaincre tant que la phase de l'amnésie ne passe pas. C'est-à-dire, cette ère de l'amnésie, ce sera le cadre temporel qui va permettre aux nations falsificatrices de l'histoire, qui va leur permettre de travailler sans entrave aucune. Parce qu'il y a une phase cosmique qui leur permet de faire la main basse sur l'histoire de l'humanité sans opposition. Mais il faut aussi dire que ce voile est en train d'être percé, notamment à partir du XXe siècle. Avec les nouvelles recherches, au début vous parlez de Simon Kimbangu, c'est lui qui a indiqué que c'est ici que l'homme est né. Avant que l'archéologie et la paléontologie humaine, dans les années 60, et plus tard, avec notamment Yves Coppens, n'ait découvert in situ Lucie et tous les autres fossiles de l'Homo 1 jusqu'à l'Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Donc, il y a cette phase amnésique que nous subissons. Je ne suis pas en train de dédouaner l'histoire, l'historiographie africaine. Je veux dire que nous sommes dans un processus qui est parti des remises en cause faites par les historiens afro-américains, notamment par Martin et tous les autres. Après le professeur Cheikh Anta Diop. Qui sera refait en Afrique par Cheikh Anta Diop, dont le premier article parlant de Renaissance remonte en 1948. Il dira à quand la Renaissance africaine, avec le colloque du Caire, où il sera seul avec Théophile Obenga contre toute une armada, n'est-ce pas, d'égyptologues, d'assyriologues et de scientifiques européens, scandinaves, américains, d'un peu partout, qui seront incapables de battre les thèses de Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga. Après ce colloque, les rectifications des livres d'histoire qui ont été demandées n'ont jamais été faites en Europe, ni acceptées en Afrique. Donc, dans nos facultés,
on n'enseigne pas vraiment encore l'histoire qui a été revisitée avec de nouvelles preuves de la génétique, de la paléontologie humaine et de la science préhistorique. Ceci dit, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et moi, ce qui me dérange particulièrement, c'est que quand vous allez en Europe, vous posez des questions aux Européens, aux plus jeunes. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait par le passé? Que feriez-vous dans le futur? Vous avez des enfants qui vous répondent avec gaillardise, avec conviction. Ils vous disent même qu'ils ont découvert l'Amérique, n'est-ce pas? Donc, vous vous rendez compte que ces gens, on leur a enseigné les bases de leur identité. Identité qui permet de faire la confrontation avec l'autre moi, qu'est l'autre. Le problème en Afrique, c'est que les enfants et les adultes africains ont perdu complètement la boussole sur l'essentiel de la vie que je définis par qui êtes-vous? D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Et ceux qui sont les plus érudits vont vous renvoyer à la Genèse chapitre 1 à 3, c'est-à-dire au récit d'Adam et Ève. Je vous assure que ceux qui semblent les plus sérieux, les plus érudits, vous diront que c'est Adam et Ève. Alors vous comprenez, vous rendez compte de la dramaticité de la situation de l'Afrique. Ainsi, des gens adultes peuvent dire que nous venons d'Adam et Ève comme ça, en lisant en Genèse 1, du chapitre 1 au chapitre 3, alors nous sommes tombés très bas. Alors nous savons que c'est l'Afrique qui a fait don de l'homme à l'homme lui-même. Je veux dire que tout le processus de l'hominisation, depuis qu'une forme de bipédie s'est arrachée de la nature, les australopithèques, entre parenthèses ou entre griffes, jusqu'à l'émergence de l'Homo 1, tous les fossiles, jusqu'à l'émergence, ce qu'on appelait l'Homo habilis ou l'Homo erectus, qui va sortir de l'Afrique par deux moyens, l'isthme de Suez d'un côté et le truc de Gibraltar, le détroit de Gibraltar de l'autre, on ne trouve aucun fossile pareil dans un autre lieu qu'en Afrique. C'est-à-dire tous les fossiles qui attestent de l'émergence de l'humanité, les fossiles fondamentaux, vous les trouvez qu'en Afrique. Ce que vous trouvez en Amérique, par exemple, c'est le fossile déjà de l'Homo sapiens sapiens, l'homme déjà moderne. En Europe, vous partez de Néandertal, mais Néandertal, c'est un site en Europe dont l'homme présente déjà l'anatomie des hommes qu'on trouvait déjà en Afrique, notamment les fossiles de Broken Hill, en Zambie. Donc, tout le processus de formation de l'homme que nous connaissons, c'est produit en Afrique, absolument en Afrique. Alors, la conséquence directe de ce processus que personne aujourd'hui ne peut contester, je parle sous le contrôle de Yves Coppens, sous le contrôle de André Pic du Collège de France, qui a dit publiquement une certitude. Tous ces hommes étaient noirs. Tous ces hommes étaient noirs. Et Yves Coppens dit encore publiquement dans plusieurs émissions, plusieurs conférences, il dit que c'est la triste évidence que toute l'humanité au début était noire. Et on lui demande d'où viennent les blancs. Et il explique en disant le blanc n'est qu'autre chose qu'une forme évoluée, pas adaptation. Et que c'est de la décoloration. Il dit que c'est de la décoloration. Le journaliste lui demande là. Mais donc vous dites que les blancs sont décolorés. Oui. Il dit bien sûr que les blancs sont décolorés. Donc aujourd'hui la science est claire là-dessus sur deux choses. L'origine, le monogénisme, ou bien ce qu'on appelle le monogénétisme, certains l'appellent ainsi, c'est-à-dire que l'homme a une origine unique et l'emplacement d'où vient l'homme, c'est en Afrique. Et où en Afrique? Dans la région des Grands Lacs. Pourquoi dans la région des Grands Lacs? Il y a plusieurs déterminismes. Si vous me permettez encore 2 minutes, je peux aller. Ouais. Le premier déterminisme, il est d'ordre cosmique. Il n'est même pas d'ordre terrestre. Nous savons que les astres ont des mouvements qui leur sont imposés par la gravitation. Notamment, je prends l'exemple de la Terre. La Terre a 4 mouvements importants que je crois que tout le monde connaît. Il y a la révolution qui se fait autour du Soleil en 365 ans.
Il y a la rotation qu'elle fait autour d'elle-même. Ensuite, il y a la précession et il y a la nutation. Alors, c'est la nutation, la précession qui détermine l'emplacement de l'émergence de l'homme. Alors, la précession, c'est le cercle que fait l'axe de la Terre lorsque la Terre fait sa rotation autour d'elle-même. Elle dure plus ou moins 26 000 ans. Et la nutation, c'est un mouvement elliptique que cette Terre fait autour de l'axe de précession. Elle dure 9 ans, ce sont des cycles. Quand vous prenez le mouvement de précession, l'axe de la Terre s'incline de gauche à droite et on remarque que le centre, le cœur de cet axe est toujours immobile, puisque c'est le pivot de la rotation du mouvement. Le cœur de l'axe, ou le milieu de l'axe de rotation de la Terre, donc de l'axe de précession, se retrouve au cœur de l'Afrique. C'est-à-dire à l'intersection entre le 30e Est et l'équateur. Cela va vous étonner que ce 30e Est passe exactement sur la pyramide de Gizeh. Et donc, le cœur du monde, le cœur terrestre du monde se trouve en Afrique des Grands Lacs, entre la frontière de l'Ouganda et la RDC. Et l'autre cœur se trouve dans la mer. À cause de ce mouvement, qui offre une stabilité écosystémique au cœur de l'Afrique, il ne peut être autrement. C'est-à-dire, il n'y a que en ce lieu que peut se faire l'émergence et la performation de l'espèce humaine. Ça prend du temps. Le seul lieu où le ciel et la terre se rencontrent. Il y a de l'équilibre. Parce qu'au nord et au sud, plus vous éloignez de ce lieu, il y a des perturbations climatiques qui font que le désert peut devenir végétation, ce qui va entraver l'évolution de l'espèce humaine. Donc ce n'est pas un hasard. Il fallait une constance. Il fallait une constance climatique écosystémique, ce qui fait que l'homme est né au cœur de l'Afrique. Oui, et l'homme qui est né, vous m'excusez, oui. et l'homme qui est né au cœur de l'Afrique ne peut être que pigmenté comme nous sommes. Parce que les rayons ultraviolets, devant une peau qui serait nue, auraient détruit complètement cet homme qui est né. Donc la peau noire, ce n'est pas une malédiction. C'est la peau noire qui a donné l'homme à l'humanité. Aujourd'hui même, lorsque vous prenez les Européens, lorsqu'ils s'aventurent, nous ne sommes plus sous cette radiation ultraviolette. Mais lorsqu'ils s'aventurent trop sous le soleil, ils ont des cancers de la peau qu'on appelle mélanose. Donc l'homme ne pouvait naître qu'en Afrique, au cœur de la région des Grands Lacs, pigmenté, noir, kémeta, comme nous. Il faut que les Africains le sachent. Et ce que je dis ici est prouvé et comprouvé par les données de 3 disciplines scientifiques, la génétique, la paléontologie humaine et la préhistoire, les sciences préhistoriques. Je m'arrête ici pour l'instant. On peut vous ajouter une autre science, le développement que vous avez fait peut être prouvé par le fait que la zone que vous évoquez là n'est pas sujette au tremblement de terre et... Justement, ce n'est pas possible qu'il y ait des tremblements de terre dans cette zone. C'est la zone la plus sûre de l'humanité. C'est pourquoi il fallait une zone de constance. Et c'est par là que toutes les civilisations repartent. C'est métaphysique en fait. Ce n'est pas un hasard. C'est métaphysique ou physique? Une autre conséquence du particularisme de cette zone, c'est qu'il y a des métaux précieux et des ressources que l'on ne trouve que dans cette zone du monde. Vous vous éloignez, ces métaux disparaissent en densité. C'est la zone unique au monde. Et c'est là où nous avons été créés. Et c'est à partir de là que l'essaimage de l'humanité a commencé. Maintenant, les autres races, si on peut le dire ainsi, races qui sont venues après, la science officielle nous parle d'adaptation, notamment les théories de Charles Darwin, qui parle de la sélection naturelle, mais nous savons qu'il y a eu des manipulateurs génétiques qui sont venus d'autres planètes, peut-être dont il ne faudrait pas parler. Je pense que ce serait mieux. Qui manipulent. Je sais déjà l'arrivée. D'accord, donc je m'arrête là et je sais que les générations à venir vont elles-mêmes pouvoir le dire
sans aucune crainte, parce que c'est ce qui explique le mieux la diversité biologique de l'Homo sapiens sur la Terre. Les manipulateurs génétiques, c'est des manipulateurs en médecine ou en métaphysique? Non, à un moment donné, il va le dire tout de suite. Il La métaphysique... a déjà relancé. Non, mais il va le dire. Je sais qu'il va le dire. Il y a une jonction naturelle entre la métaphysique et la physique. Exactement. Bien sûr. Puisque vous savez que les bombes atomiques de Hiroshima ont agi, aujourd'hui les recherches l'ont prouvé, sur la constitution de l'âme. L'âme que vous considérez comme une composante immatérielle. Les explosions nucléaires, l'infiniment petit, se confond avec ce qui est immatériel. Et ça agit sur l'âme de ceux qui ont été exposés à ces radiations. Et donc, la métaphysique et la physique, à un moment donné, sur la matière et l'immatériel, il y a une conjonction. Ce dont moi je suis certain, et je suis certain d'une chose, c'est que le secret de la vie, c'est la mélanine. Pas de mélanine sans vie. C'est-à-dire la mélanine, la substance, pas la phéomélanine, qui est synthétisée chez les leucodermes. Le mélanine, qui est synthétisé chez nous, et qui constitue la glande pinéale, que les anciens Égyptiens appelaient l'œil des roues, c'est-à-dire le troisième œil. C'est la substance, vous savez, ça part d'ici, ça fait une conjonction avec la colonne vertébrale, et ça a un lien direct avec toutes les parties vitales du corps. C'est ici que c'est produit. Et c'est ici que l'œil, d'ici que l'œil est régulé, la peau, les poils, toutes les fonctions vitales sont régulées. Ce qui est bizarre, c'est que c'est le noir, la couleur noire qui constitue la vitalité de cet organe. Et les datations que l'on fait, que ce soit en stratigraphie ou avec, justement, on parle de carbone 14, les fossiles restés des millions d'années, qu'est-ce qu'on date? C'est les résidus de carbone. Or, le carbone, c'est l'élément central de la mélanine. Et la mélanine se trouve dans tout être vivant, chez les animaux, chez les plantes. Sans mélanine, il n'y a pas de vie. On démontre aussi, aujourd'hui c'est clair, on démontre que la mélanine permet la spiritualité. C'est la mélanine qui permet la coordination des mouvements du corps au plan physique. Et vous voyez comment les Noirs sont les plus grands danseurs au monde. Je vous assure que dans des gymnases en Europe, lorsque on voit des Africains, les Congolais, les Nigériens, les Camerounais qui dansent, on dit mais comment ils arrivent à faire mouvoir toutes les parties du corps? Ce n'est pas facile, hein? Pour nous, ça paraît naturel. Avec rythme. Avec les rythmes. Voilà. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les capacités intellectuelles et la réminiscence spirituelle. Prenez 3 ou 4 Noirs qui se rassemblent quelque part pour prier. Prenez 20 ou 25 ou 100 leucodermes qui prient. Vous comparez les vibrations des deux lieux, vous sentez qu'il y a quelque chose de différent. L'intériorisation n'est pas... Je m'arrête parce que je parle trop. Non, pas forcément. Je parle trop. Surtout que Mathieu Godson a choisi de ne pas parler sur le sujet. Comment ça? Non, mais je pense que il y a donc une compréhension de base qu'il faut acquérir de tout ce qui se passe avant même de pouvoir, disons, appréhender ce que j'appelle cette falsification de l'histoire, puisque la falsification de l'histoire est due à une découverte que des gens ont faite et ont vu, pressenti le danger, et ils se sont dit, mais qu'est-ce que nous allons faire pour nous en sortir? Il faut falsifier l'histoire. Or, falsifier l'histoire de quelqu'un, c'est falsifier ses ascendants. C'est pourquoi vous allez trouver aujourd'hui des pharaons blancs au lieu de pharaons noirs. Cette falsification a fait que les Africains ont perdu leur propre identité. Comme il le disait tout à l'heure, lorsque vous posez la question à quelqu'un, d'où viens-tu? Les gens te citent automatiquement Adam et Ève. Et pourtant, on sait que la Genèse, supposée, écrite donc par Moïse, Moïse a étudié dans les temples d'Égypte. Et donc, il n'a fait que rapporter de façon déguisée une science qui était appelée la science des immortels et qui était liée à Assat ou Isis et qui permettait justement de comprendre la connaissance profonde de la mélanine. Justement. Puisque, en réalité, vous voyez un peuple qui se découvre sur une terre et qui se remarque
avoir une couleur bien définie. Et sur des centaines de milliers d'années, vous imaginez que ce peuple n'a pas pu se poser de questions pour savoir, mais à quoi correspond cette identité physique, sachant que les lois de la doctrine hermétique veulent que les réalités physiques ne soient que les correspondances, des reflets, des réalités, disons, spirituelles ou intangibles ou métaphysiques. Du coup, la loi de l'analogie ou la loi de la correspondance, sous Thoth ou tout ce que vous voulez, a pu permettre aux gens de comprendre que, en réalité, il y avait un secret. Et que ce secret-là, ce n'était pas l'or, ce n'était pas les métaux précieux, mais que c'était justement cette substance dont il a parlé, cette substance, disons, neurochimique, qui est donc la mélanine. À partir de ce moment, il y a un problème, puisque la mélanine ne se retrouve pas seulement dans le facteur historique, mais ça se retrouve également dans le facteur initiatique. Je dis bien initiatique. Or, il n'y a pas de peuple sans une réalité culturelle, puisque la représentation culturelle, la réalité culturelle est justement la représentation que ce peuple se fait de sa relation avec l'invisible. Et vous savez que l'Égypte a développé à travers le livre des morts cette philosophie liée donc à l'après-vie, d'accord, ou à la résurrection. Surtout quand vous lisez l'épopée donc de Osiris, vous comprenez que c'est le peuple qui a le plus enseigné la notion de résurrection avant même que l'affaire Jésus ne soit devenue, enfin mythiquement, une réalité. Alors, nous sommes en face donc d'un fait simple. Lorsque vous suivez les initiations en Égypte, et pour que ce soit plus clair, il faut retourner par exemple dans la vallée de l'Indus, n'est-ce pas, au niveau donc de l'hindouisme, du brahmanisme et de toutes les autres sciences. Il y a une chose qui définit la capacité, il y a une chose qui définit l'identité spirituelle, il y a une chose qui définit l'ego, l'individu égotique, l'individu réincarnant, qui permet de dire que cet individu a une âme. C'est ce que eux ils ont appelé le principe manasique, qu'on appelle encore le mana. D'accord. Or, mana, en réalité, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que cette substance-là qui est produite par deux glandes, à savoir la glande pituitaire ou la glande pinéale et la glande pituitaire. Et cette substance-là, c'est tout simplement la mélanine. Et vous allez remarquer que lorsque vous étudiez les sons ou les mantras de ces populations de l'hindouisme et du brahmanisme, vous allez voir qu'il y a des sons comme par exemple Ramsa. Or, on sait très bien que lorsqu'on dit en égyptien, on dit Saré, ça veut dire fils de Ré. Mais eux, ils ont trouvé que Ham, qui en réalité n'est que Cham, qui a été coupé, représente en même temps cette substance-là, qui est en fait l'identité spirituelle, qui en réalité est une substance autoconsciente, pour avoir procédé à la création de toute une machinerie cosmique. Est-ce que vous voyez? Et donc, quand ils l'ont compris, ils ont établi avec ce rapport-là des mantras comme Ramsa, c'est-à-dire « je suis le fils de la mélanine ». Parce que eux aussi, ils étaient au début un peuple noir. Et c'est au contact avec la réalité. Vous savez que l'Europe, par exemple, a subi quand même plus de 10 000 ans de glaciation, de période glaciaire. Et donc, à un moment donné, à 100 000 ans, c'est l'historien qui est là, de période glaciaire. Et donc, à un moment donné, cette réalité disons, de la mélanine a souffert au contact donc de cette période-là. Et ça a créé un peu cette décoloration. Et en même temps, avant de créer la décoloration, cela a agi sur leur glande pinéale. Du coup, aujourd'hui, vous prenez les leucodèmes, ils vous diront que bon, la glande pinéale est inutile, qu'elle ne sert à rien, parce que chez eux, cette glande ne fonctionne pas. Elle est tout simplement calcifiée, alors que chez nous, chez les Africains, c'est une glande qui est encore très optimale, qui représente également la pomme dans le jardin, puisque pinéale vient de pomme, en fait. Donc, qui est lié à la pomme, qui est lié donc à cette intelligence-là dont nous devons éveiller la substance pour pouvoir retrouver une identité. Donc, en fait, la mélanine pose une problématique identitaire. Voilà. Ça pose une problématique identitaire parce que c'est dans la mélanine que nous, les Africains, nous retrouvons notre identité. Et pour nous, il n'y a pas plusieurs races, il y a une seule race. D'accord? Avec plusieurs décolorations, mais il y a une seule race. Mais faire admettre cette réalité-là
pour des gens qui veulent dominer le monde de façon géopolitique ou de façon économique ou sous tout autre système, c'est complètement difficile. Parce que c'est les premiers qui ont réalisé cette vérité et se sont rendus compte que les Africains d'alors n'avaient pas, en fait, conscience scientifiquement de cette réalité-là. Mais quand vous prenez l'Égypte, que ce soit le mythe d'Osiris ou les mythes qui sont enseignés, je vous assure, si Osiris est peint en noir, le grand noir, ouais. Je vous assure, ce n'est pour rien. C'est tout simplement parce que, et quand on dit nous sommes les fils de Ré, c'est tout simplement parce que nous sommes les seuls, aussi bien physiquement que spirituellement, à pouvoir supporter le soleil, à pouvoir capter la lumière du soleil, à pouvoir accepter, faire entrer en nous la lumière du soleil, parce que notre dose de mélanine nous permet de le faire. Donc, en réalité, la peau noire est en fait enfant ou fils ou fille de lumière, fils du soleil. C'est ce que ça veut dire Keméta. Nous sommes les enfants de la lumière. Il ne faut pas voir la peau sous les dénominations de noir égale diable. Parce que je crois que c'est un peu cette terminologie qui ont aussi falsifié la compréhension. Parce qu'on voit que tout ce qui est noir est en même temps obscur. Et d'ailleurs, les autres en ont profité puisqu'ils ont pris en même temps tout ce qui est noir, qu'ils ont transformé en diable. Le diable est noir et tout le reste. Alors qu'en fait, il faut voir plutôt une action. Vous savez que la chimie est née, et la chimie sont nées en Afrique. Exactement, chemistry. Donc, quelque part, ils ont analysé l'action chimique, n'est-ce pas, de la lumière du soleil sur les premiers hommes. Et ils ont compris qu'en réalité, il s'agit de toute une intelligence. Et c'est cette intelligence-là qui est transcrite, n'est-ce pas, dans les mythologies. Ce que je regrette au niveau de l'Africain, c'est que l'Africain revendique son histoire, mais ne revendique que la partie périphérique, d'accord, ou la partie circonférentielle de son histoire, alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique scientifique où il faut aller à l'intérieur de ces mythes et comprendre qu'il y a des secrets cachés et ressortir ces secrets-là et les traduire en données scientifiques afin que ce soit admissible ou acceptable. Donc, la mélanine est l'élément fondamental donc, qui va donner cette peau noire. Et donc, c'est cette substance-là de Ré, d'accord, c'est cette salive de Ré qui a permis de créer les premiers hommes. Et il y a également un élément sur lequel j'aimerais rebondir, c'est que le principe manasique qui est né donc de la mélanine est le seul principe qui vous rend humain. Autrement, vous n'êtes pas humain. Enfin, vous êtes froid. Vous êtes froid, oui. Vous n'êtes pas humain. Vous n'avez pas de chaleur. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, en termes disons, d'alchimie, la décomposition des états, on vous dira, il y a d'abord la lumière, il y a la chaleur, il y a l'électricité, il y a le magnétisme, il y a le mouvement. D'accord, ok. Lorsque on comprend que la lumière produit la chaleur et que la chaleur produit l'électricité et le magnétisme, vous remarquez que l'âme est une structure électromagnétique. Or, ce qui permet d'identifier la présence de l'âme, et d'ailleurs, vous allez voir que la mélanine des yeux le montre bien. Quand on dit que l'âme de quelqu'un, c'est dans ses yeux qu'on le voit, c'est dans le noir de ses yeux. Et donc, quelque part, la mélanine permet de comprendre que ce peuple-là a une âme, une identité humaine. Parce que nous sommes tous des humains, mais pas des êtres humains. Et c'est ce qui a permis au premier peuple de dire, nous sommes bantous. Nous sommes bantous, ça veut dire que nous sommes les vrais hommes. Les vrais hommes, cela signifie tout simplement que nous ne sommes pas simplement des hommes, mais nous sommes des êtres humains. Ouais. C'est-à-dire, nous sommes conscients, nous sommes sortis conscients de notre propre humanité. Nous en avons totalement conscience. Et ce qui décrit cette humanité, c'est la Mahat. C'est la Mahat qui est la synthèse de toute cette humanité-là. Et le contenu de la Mahat, c'est le contenu de la mélanine et de son pouvoir qui se retrouve en toutes choses. L'eau, la nature, les feuilles, la terre, tout. Même le fœtus de l'enfant, même lorsque le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent, c'est ce que les gens appellent scientifiquement une explosion de la mélanine, puisque ce qui crée la couverture au niveau donc de ce fœtus-là, c'est la mélanine. Donc nous sommes tous nés en réalité de cette substance-là, puisque l'épiphyse et l'hypophyse
sont déjà préexistants avant même l'évolution du fœtus. Ouais, Autrement, les éléments biologiques, biochimiques et tout l'individu n'existerait pas du tout. Et retenez bien que dans les sciences hindouistes et autres, le sommet de la tête, c'est ça qui bat encore, hein. C'est le symbole de la glande pinéale. Quand l'enfant naît, c'est l'endroit qui bat encore parce que c'est l'endroit qui est totalement réceptif à la lumière du soleil. Et c'est à ce niveau que la glande pinéale joue son jeu, aussi bien de détecter le jour que la nuit et de pouvoir produire, n'est-ce pas, la quantité de mélanine qui convient à notre propre équilibre. Donc, si les blancs sont décolorés, si les leucodènes sont décolorés, c'est tout à fait normal. Mais quand ils ont compris cet aspect de l'histoire, ils se sont dit comment falsifier l'histoire pour que les autres ne découvrent pas la vérité. Oui, mais la vérité ne se met pas sous le boisseau. À un moment donné, elle finit donc par s'extérioriser. Et cette falsification a probablement atteint des profondeurs abyssales parce que si je m'en tiens à votre explication sur les peuples africains et les peuples qui ont une âme, la première étape après le contact comment on va l'appeler, des explorateurs, c'est de dire que les peuples africains n'ont pas d'âme. C'est totalement contradictoire. Justement. Exactement. Sur quoi se basait-il? Quels étaient les éléments scientifiques qui permettraient justement de dire que ce peuple n'avait pas d'âme? Parce que c'est des gens qui ont fait un constat physique. Ils ont vu un peuple qui avait sa culture, avait sa tradition, un peuple dont ils n'avaient aucune compréhension de ses rites et coutumes. Et ils en ont conclu que ce peuple n'avait pas de langage, n'avait pas de langue, était identifiable aux animaux, et les animaux n'ont pas d'âme, et donc ce peuple n'a pas d'âme. Mais quels étaient les éléments scientifiques qui permettaient justement de dire que ce peuple n'a pas d'âme? Il n'avait pas ces arguments-là. Aujourd'hui, scientifiquement, nous avons ces arguments. Et nous pourrions même inverser la tendance. Attention, je ne veux pas parler, mais on pourrait inverser la tendance. Si vous voyez aujourd'hui comment le monde se construit, il n'est pas étonnant que seuls les Africains, entre griffes, excusez-moi, sont naïfs dans l'histoire de l'autre. Parce que nous sommes toujours le peuple le plus accueillant. Nous croyons tout ce qu'on nous dit. Nous acceptons tous les gens comme des hommes, enfin comme des êtres humains. Comme nous. On les voit comme nous. C'est normal. Vous voyez, quand vous êtes un voleur et vous voyez tout le monde comme voleur, votre comportement change. Mais quand vous êtes un être humain et vous voyez tous les autres comme des êtres humains, votre comportement ne peut être que accueillant, favorable, ouvert, aimant. Et c'est ce qui, justement, fait profiter, n'est-ce pas, les autres de nous. Parce qu'eux, ils se disent, mais nous avons l'esprit, enfin, je ne veux pas qualifier cela, ces gens sont bêtes, ils sont naïfs, mais on peut en profiter. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. La première conclusion qu'on tire de la première partie de notre émission, c'est de dire que, est-ce qu'on va l'appeler vérité ou la connaissance sur l'identité africaine, sur la mélanine, sur la peau noire, cette connaissance est infime pour nous. Hein, c'est dans les cercles serrés, dans les petits cercles que... Oui, est-ce que doit-on dire que cette connaissance est infime puisqu'on n'a pas de circuit de diffusion de notre connaissance? On n'a pas de circuit de diffusion de nos connaissances. On a des cercles ésotériques, on a des confréries exogènes comme endogènes, certaines se cachent, d'autres sont publiques, mais on n'a pas encore fait cette synthèse qui peut être transmise aux différentes strates de nos sociétés. Ce sont des connaissances qui peuvent demeurer à un certain niveau, disons élitaire ou élitiste, en attendant que cette élite puisse construire une école. Parce que ce n'est que dans le cadre d'une école, d'une maison de vie, où on a différents échelons, comme en Égypte. Justement comme en Égypte, qu'on peut enseigner ces choses pour que ça devienne de plus en plus officiel. Il parlait tout de suite de la maths, et peut-être devrions-nous revenir. Vous savez que les 42 lois de la maths, les lois ou à partir desquelles Moïse l'individu biblique, hein, voilà, moi je me réfère au Moïse historique. Oui, bien sûr. Il aurait pioché les 10. Bien sûr.
Mais les 42, le 32e commandement de la Maat dit, tu n'altéreras pour aucun motif la couleur de ta peau. Commandement sacré. Ah bon? Bien sûr, 32e. Je vous dis que la Maat, c'est le cœur de la sagesse de la race kémète, si on peut dire race. Et d'ailleurs, quand vous prenez les textes qui sont proto-latins, lorsque le Christ, lorsque vous lisez, il dit en vérité, en fait, il dit in mahat, mahat. Langage purement initiatique. Et c'est sur la base de ça que, donc, nos filles ou nos garçons, nos jeunes garçons qui se dépigmentent, ils commettent un crime contre leur propre identité. Ils agressent les entités qui nous ont créés. Et ils agissent sur la progéniture. Parce que ce sont des transformations génétiques. Ça agit plus tard sur l'adaptation génétique. Et donc, ce sont des pratiques. Vous savez que ces pratiques ont été inaugurées durant la période coloniale, où on construisait, on fabriquait des javels pour blanchir. Parce que le problème, c'est la mélanine. La mélanine, c'est la suprématie. C'est tout. C'est la mélanine qui est la suprématie. C'est la suprématie. Donc, tôt ou tard, la mélanine fera son chemin. Exactement. Et arrivera au sommet de la pyramide. C'est forcé. On va... Parce que Ra joue son rôle et imposera sa loi. Et ceux qui pourront rester, resteront. Votre émission fait de plus en plus peur. On va marquer une pause pour une édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de New World Forum. À tout de suite.